C'est un réel plaisir pour moi de vous informer à travers cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Nouvelle nomination à la Ligue nationale des femmes et aux fédérations du mouvement de libération du Congo, Tchangu 3 et 2, par le président national du parti, Jean-Pierre Bemba Gombo. L'honorable Nkoy Mafuta a été désignée nouvelle présidente de la Ligue nationale des femmes. Elle sera secondée par Denise Villa comme vice-présidente. L'honorable Clovis Samba a été nommé président fédéral MLC Tchangu 3 et l'honorable Didier Mouké promu président fédéral MLC Tchangu 2. 37e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 21 janvier par vidéoconférence sous la conduite du chef de l'État. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a abordé trois principaux points, à savoir la situation épidémiologique de la COVID-19 en RDC, l'avancement des négociations avec le banc syndical des professionnels de santé et administratifs des services publics de l'État et le gouvernement congolais. Reportage. En présence notamment de la vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Pilumba Nkulu, du secrétaire général à la Santé, le ministre Jean-Jacques Mbongani a passé un revue avec la délégation du CNLC conduite par son directeur, le professeur Bienvenu Leboizou Massamba. Le point relatif à l'administration du CNLC, de ses finances et des aspects techniques. C'est là avant de formuler des recommandations responsables du centre pour le démarrage rapide de ses activités. Au sorti de cette réunion, le directeur du Centre national de lutte contre le cancer, le professeur Leboizou Massamba, a indiqué que le Centre national de lutte contre le cancer est un bras technique du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la lutte contre le cancer. Bon, on a passé en revue les différents points en rapport avec l'administration, deuxièmement en rapport avec la santé financière du centre et enfin les aspects techniques. Donc par rapport aux différents points, donc on a élevé des zones d'ombre, on a essayé de voir un peu l'avenir parce que le CNLC est appelé, c'est une structure pérenne du ministère de la Santé, c'est-à-dire c'est un bras technique du ministère de la Santé dans la lutte contre le cancer. Organiser, voir comment prendre en charge les malades et surtout les aspects de la recherche et plus tard la formation. Donc on a passé tout ça en revue et des recommandations sont faites dans les trois ordres, c'est-à-dire sur le plan administratif, sur le plan financier et sur le plan technique. On a reçu des recommandations de l'autorité et pour chuter, je dirais qu'en clair, nous avons reçu de l'autorité des directives que nous allons suivre scrupuleusement et voir comment faire en sorte que les activités commencent. Et cette année 2022 va être vraiment une année d'action et on va s'atteler à ce que la gestion axée sur les résultats soit vraiment la priorité. Vraiment, c'est une occasion de dire merci, particulièrement donc au ministre et à la vice-ministre. On voit effectivement, ils sont très intéressés parce que le cancer, c'est un problème majeur de santé publique. La létalité du cancer aujourd'hui dépasse la létalité de VIH, tuberculose et malaria réunis. Donc c'est un problème majeur de santé publique, d'autant plus que la transition épidémiologique fait que les maladies transmissibles infectieuses sont en train d'être maîtrisées et les maladies non transmissibles sont en train de prendre le dessus, notamment les cancers. Et ajouter à cela le vieillissement de la population et l'environnement qui se pollue. Donc le problème des cancers va être vraiment un problème majeur dans les jours. Donc ils ne font qu'anticiper et donc la mise en œuvre ou l'implémentation du Centre national de lutte contre les cancers doit préoccuper l'autorité et nous tenons vraiment à dire merci à l'autorité pour cet accompagnement et ça nous touche personnellement. Donc notre engagement est vraiment boosté par rapport à toutes ces réunions et on va suivre les recommandations pour que nous ayons un centre fonctionnel très rapidement et pour pouvoir sauver des vies ici en RDC. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Vous venez là de suivre la réunion d'évaluation du processus de démarrage des activités du Centre national de lutte contre le cancer. 37e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi par vidéoconférence. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a abordé trois principaux points, à savoir la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo, l'état d'avancement des négociations avec le banc syndical des professionnels de la santé et administratifs des services publics de l'État et le gouvernement congolais. Suivez.
Sur la situation épidémiologique de la COVID-19, Dr Jean-Jacques Mbongani note qu'en date du 21 janvier 2022, le cumul des cas confirmés est de 84 401, dont 2 probables et celui des décès de 1295, soit un taux de létalité stabilisé à 1,5%. Bien que la vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans 13 provinces du pays avec les différentes gammes de vaccins disponibles, la faible couverture vaccinale estimée à 0,31% rend vulnérable la République démocratique du Congo à des prochaines éventuelles vagues. À cet effet, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a signifié les efforts qui ne cessent d'être déployés sous son autorité pour améliorer l'accès et l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 et la sensibilisation sur les mesures barrières, seul moyen de permettre de lutter efficacement contre cette pandémie. Sur la situation épidémiologique des maladies sous surveillance, plus particulièrement le choléra, la rougeole et le monkeypox, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a dressé un tableau des activités en rapport avec la lutte contre ces épidémies qui demeurent un problème majeur de la santé publique dans le pays. D'après lui, la situation du choléra est préoccupante dans la ville de Kalemi au Tanganyika et dans la ville de Ruzizi au sud Kivu, pour lequel quelques campagnes de vaccination ont été planifiées. S'agissant de la rougeole, bien que des flambées de cas ont été enregistrées dans quelques zones de santé du Kwango et du Sud Kivu, des activités de prise en charge médicale sont assurées ainsi que les ripostes vaccinales organisées. Et de la situation du monkeypox, 25 cas ont été enregistrés répartis dans la zone de santé de Bikoro à l'Équateur, la zone de santé de Tunda dans le Maniema, la zone de santé de Bosso-Mondana dans la Mongala et les zones de santé de Benadibele, Dikungu, Lomela et Vangkete dans le Sankuru. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a terminé son adresse sur l'état d'avancement des négociations avec le bon syndical des professionnels de santé administratifs, des services publics de l'État et le gouvernement congolais qui, à l'issue de plusieurs mois de négociations, tenant compte de toutes les revendications, un protocole d'accord sanctionnant la fin de la grève a été signé avec le bon syndical le jeudi 20 janvier 2022 à l'hôtel du gouvernement et occasionné la reprise du travail sur toute l'étendue du territoire national. Deuxième étape de la mission officielle de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable dans la province de la Chopo. Eve Bazaïba s'est rendue à Banalia pour le contrôle des cas relevés des eaux polluées en amont de la rivière Aruimi à cause des activités des exploitants miniers véreux. Doudou Montiré signe ce reportage. C'est la deuxième étape de la mission officielle entamée dans la province de la Chopo. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, s'est rendue jeudi dans la soirée avec une forte délégation, dont les experts du ministère de l'Environnement et ceux de l'Agence congolaise de l'environnement à Banalia. Il s'agit d'une mission de contrôle des cas relevés des eaux polluées amont de la rivière Aruimi à cause des activités d'exploitants miniers véreux. Eve Bazaïba promet être sans merci face à ces exploitants miniers. Le président de la République et les gouvernements ont entendu vos doléances. Je suis venu avec des experts qui vont procéder au prélèvement des échantillons en vue de déterminer les degrés de la pollution et nous en tirerons toutes les conséquences et sévir s'il le faut. Nous avons le devoir de protéger la population et surtout face à des usurpateurs à lâcher. F. Bazaïba devant la population venue accueillir la délégation devant le bâtiment territorial. Après la réunion du comité de sécurité, la délégation des experts est descendue avec les pirogues motorisées en vue du début du prélèvement des échantillons qui seront analysés dans les laboratoires appropriés. La même mission sera conduite en aval de la rivière Aruimi, dans Abasoko, où il est fait état de l'exploitation minière illicite des exploitants miniers étrangers avec des conséquences sur l'environnement. Et puis, s'est tenu du 18 au 20 janvier à Kinshasa l'atelier de validation du plan stratégique de la CENI organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, première grande activité de l'année 2022 de la centrale électorale. Nadine Tchochigombo nous en parle dans ce reportage. L'atelier de validation du plan stratégique organisé du 18 au 20 janvier 2021 en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, constitue la première grande activité de l'année 2022 de la Commission électorale nationale indépendante CENI.
À Sélé, où ils se sont retirés, les participants ont planché sur l'élaboration d'un cadre qui devrait déterminer les actions futures programmées pour des objectifs bien précis. Exhortant toutes les forces vives de la centrale électorale à mettre en pratique le plan stratégique validé à la fin des travaux, le président Denis Kadima Kazadi en a donné les orientations pour une approche qualitative. Au terme de cet atelier de planification stratégique, c'est un work in progress, donc un travail vivant. Alors je dois d'abord reconnaître la qualité de participation. J'ai beaucoup apprécié les échanges. Une équipe de suivi sera mise en place. Un plan, c'est pour être implémenté, ce n'est pas pour être gardé dans les tiroirs. Je suis content que la CENI se soit procuré ce document. Je pense que maintenant la balle est dans notre camp. Faisons de notre plan stratégique une réalité. Un plan stratégique inspire tout ce que nous faisons. Il va inspirer tout le travail que nous allons faire quand nous finirons les plans opérationnels, la feuille de route. Nous devons avoir toujours à l'esprit ce que nous sommes dit par rapport à notre vision, par rapport à notre mission, nos valeurs et les différents axes stratégiques que nous avons choisis. C'est vraiment un cadre macro qui va nous permettre d'aller dans le micro que nous faisons. Cela dit, je déclare l'atelier de planification stratégique clos. Merci. Autre chose, les forces armées de la République démocratique du Congo ont accueilli dans l'avant-midi de ce samedi, à partir de la frontière de Kasindi, en territoire de Beni au Nord Kivu, plusieurs éléments des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, venus notamment pour sécuriser les travaux d'asphaltage conjoint de la route nationale numéro 4, axe Kasindi, Beni, Butembo, Goma et Bunagana, lancé l'année dernière. Suivez. C'est à partir de la frontière de Kasindi, en territoire de Beni au Nord Kivu, que les forces armées de la République démocratique du Congo ont accueilli l'avant-midi de ce samedi 22 janvier 2022 plusieurs éléments de forces de défense du peuple ougandais, UPDF. En effet, cette entrée officielle de l'armée loyaliste de l'Ouganda a double objectif, à savoir sécuriser les travaux d'asphaltage conjoint de la route nationale numéro 4, axe Beni, Kasindi, Butembo, Goma et Bunagana, lancé l'année dernière par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, aussi en marge de potentialiser davantage les stratagèmes des opérations militaires sous Joa, sous état de siège, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Rappelons que la réhabilitation de routes d'intérêt économique dans la province du Nord Kivu est un projet largement soutenu par la Fédération des entreprises du Congo FEC, Chambre de commerce de Kasindi et l'Association des commissionnaires congolais agréés en douane. 22 janvier 2021, 22 janvier 2022, cela fait déjà une année, jour pour jour, depuis que les pays membres des Nations Unies ont signé le traité sur l'interdiction de l'usage d'armes nucléaires dans la planète. Autre détail dans cet élément signé par Gisèle Etoko. 50 pays membres des Nations Unies ont signé ces traités sur l'interdiction de l'usage d'armes nucléaires dans la planète en vue d'épargner la planète du méfait des armes de destruction massive. Le grand absent à cette lutte contre les armes nucléaires sont les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine ainsi que la Russie, pourtant réputés pays possédant un arsenal important d'armes nucléaires dont l'histoire se rappelle les conséquences lourdes de pertes en vies humaines causées notamment au Japon, dans la ville de Hiroshima, bombardée du 6 au 9 août 1945 par un avion américain. Visiblement, le détenteur des armes nucléaires semble ne pas vouloir se désarmer. Ils entretiennent à d'autres pays les désirs de s'en procurer afin de rivaliser avec d'autres nations plutôt qu'aller dans le sens du désarmement tel que souhaité par les militants pro-destruction. Parmi ces pays désirant s'offrir ces armes figure l'Iran au Moyen-Orient qui concentre depuis bien longtemps son énergie politique pour se procurer de cet arsenal nucléaire que se réserve le pays destructeur pour dissuader ceux qui en manquent, surtout s'imposer sur le plan politique
à leurs affaires internes. Impact des contacts diplomatiques effectués par le chef de l'État, aussi son passage à la tête de l'Union africaine. Approché à nos micros, Joseph Nkoy, analyste politique et spécialiste des questions diplomatiques qui voit plus l'impact positif d'indiquer que la gestion du pays est à deux volets, international et national. Suivez. La gestion du pays a deux volets, international et national. Il y a une politique étrangère et nationale. Ces propos sont de l'analyste politique et spécialiste des questions diplomatiques Joseph Nkoy face à ceux qui voient des résultats négatifs dans tous les contacts diplomatiques effectués par le chef de l'État. Pour lui, l'action diplomatique du chef de l'État est assez forte. La vie nationale est plus encadrée par la vie internationale. Et le président Tshisekedi, avec toute son équipe qui travaille avec lui dans le cadre de la diplomatie, se sont investis, et même si pour le moment, pour certains, les résultats paraissent négatifs, mais nous qui sommes techniciens, nous savons que les résultats sont positifs et nous allons les vivre cela à coup sûr. Le président Tshisekedi a fait ses 12 mois à la tête de l'Union africaine. Il est passé de là et actuellement il est à la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et on peut dire déjà, lorsqu'il a fait son discours d'ouverture, il a commencé par déplorer les taux élevés du chômage. Et je pense, avec le constat qu'ils ont déjà fait, il y a des actions qui seront menées dans ce sens et nous allons vivre le résultat au moment opportun. Bon, j'ai toujours dit, la diplomatie est comme les champs de café. Lorsque vous voulez cultiver les cafés, vous devez prendre du temps. Les cafés, quand vous voulez que ça produise, les cafés ne produisent pas dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Le café prend du temps. Et c'est comme ça aussi avec la diplomatie. La diplomatie elle prend du temps. On peut poser des actions aujourd'hui et récolter les résultats. Dans 6 mois, dans une année, dans 3 ans, dans 5 ans, on peut voir l'impact des actions diplomatiques du président Tshisekedi peut-être quand il ne sera plus président de la République. Donc je comprends les citoyens lambda. Nous qui sommes techniciens, nous comprenons aussi de notre manière et je pense qu'ils vont comprendre demain après-demain que l'action diplomatique du président de la République était assez forte et voilà. Les questions relatives à la mort par noyade, empoisonnement ou par incendie, comment la biologie médicale pourra aider la justice à identifier les éléments dignes de foi pour éclairer ces différents dossiers, Maître Clément Ngondé, expert en droit forensique, explique. La biologie, c'est une branche. Ça fait partie des sciences humaines, donc c'est une branche importante aussi, mais maintenant il y a une biologie qui est appliquée à la justice, c'est ça qu'on appelle la biologie médico-légale. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui vous savez que la technologie a évolué et maintenant on applique aussi d'autres sciences pour aider la justice ou aider les juges à dire les tout droit. Comme dans des cas de noyade, on doit savoir si la personne est morte noyée ou noyé mort. Donc, vous savez, il y a des fois, on peut tuer quelqu'un, on le jette dans l'eau pour normalement embrouiller les enquêteurs, ou bien on peut faire noyer quelqu'un dans une autre piscine, ou bien dans une autre eau, on va encore la jeter dans une autre piscine, ou bien dans une autre eau. C'est à ce moment-là, quand les médecins légistes ouvrent le corps, nous allons voir d'abord si la présence de l'eau. Si la présence de l'eau, ça nous dit déjà que c'est une vraie noyade. Deuxièmement, nous allons prélever cette eau-là et on va comparer avec l'eau, là où on a trouvé le corps, donc à la scène des crimes. Si l'eau, là où on a trouvé la personne à la scène des crimes, cette eau-là est identique avec l'eau qu'on a trouvée dans le corps de la personne, là on dit que la personne était bel et bien noyée là. Là c'est dans les premiers cas par exemple de noyade. Vous voyez, dans des cas par exemple de l'empoisonnement,
Nous devons savoir, donc la biologie nous aide à dater les poisons. On doit d'abord dire que la personne est bel et bien empoisonné, ou bien donc c'est vraiment du poison. Deuxièmement, on doit savoir si le poison, la date de combien de temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Quand vous allez chez quelqu'un, vous mangez, quand vous retournez chez toi, quand tu commences à vomir, après quand tu meurs, les gens disent que non, tu étais empoisonné chez telle personne. On peut arrêter la personne et l'envoyer en prison bêtement. Or, la biologie nous aide à travers les cheveux pour dire ce qu'on appelle les délais d'exposition de la toxicité. Donc, c'est-à-dire que les cheveux poussent 1 cm chaque mois. À partir du cheveu, normalement, on peut dire que les poisons datent, par exemple, de 3 mois, de 6 mois, d'une année ou 2 ans. Donc, les cheveux peuvent nous donner les renseignements sur la datation du poison. Et à part ça aussi, dans des cas aussi de la paternité ou de la maternité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des papas qui nient la paternité aussi de leurs enfants. Et à ce moment-là, on doit faire appel à la biologie pour appliquer les ADN. Donc la génétique qui va venir pour appliquer de l'ADN. En société, la route Savane séparant le quartier Bikanga et Kisenso se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les véhicules sont inaccessibles, les parcelles sont inondées. Regardez. Voilà l'état dans lequel se trouve la route Savane séparant le quartier Bikanga et Kisenso-Gare, dont la commune de Kisenso. Un délabrement très avancé. Le pont Tomamba jeté sur cette rivière est inexistant. Et comme conséquence, les inondations des parcelles de riverains. Véritable calvaire, ces lieux étant inaccessibles aux véhicules. Quand même les gars, si vous avez un moto, vous avez dit que vous avez libérer donc on va presque enclavé. Pour voter, il y a son école à Bisso, par Kisenso. Pour ça, il y a un poumon économique. Nous devons éléments, ni mon gafou, les autres ne font rien nourrir, va commune Missoussumia. Dans la passe, il y a besoin de prendre la moto. Dans la classe, il y a des son école à Bisso. Vous avez Bisso, vous savez, les autres ne rien. Pour voter, vous avez un Bisso. Le souhait des habitants est que le projet d'entretien de route du gouvernement passe aussi dans ce coin de la capitale. Sport à présent, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards se sont fixés sur leurs adversaires au 3e et dernier tour. L'équipe de la RDC se flottera avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Suivez-le à travers cet élément. C'est en tout cas ce qu'a révélé le tirage au sort effectué ce samedi 22 janvier 2022 à Douala au Cameroun. Les Léopards rencontrent le Maroc à l'affiche des barrages éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La 30e édition du championnat du Congo de boxe se tiendra du 25 au 30 janvier 2022 au studio Maman Angembi de la RTNC. Le go a été lancé ce samedi au stade des Martyrs par le président de la fédération de boxe, le colonel Carl Lewis. Reportage Moron Djambé. C'est au studio Maman Angembi de la RTNC que va se dérouler la 3e édition du championnat du Congo des boxe du 25 au 30 janvier 2022. La cérémonie marquant le go de ces championnats a été lancée au stade de Martyrs par le colonel Carl Lewis, président de la fédération de boxe. La 30e édition du championnat du Congo de la boxe est déjà en marche, donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes le 22, c'est dans 3 jours. Le go c'est au studio Maman Angembi pour donner l'occasion et que ce championnat puisse être vraiment riche en couleurs, avec beaucoup de sérieux et surtout le respect barrière par rapport à cette maladie qui est tentée de secouer le monde. Et merci à la présidence de notre chef de l'État. C'est pour ça que le président de la fédération et en collaboration avec la Lina Box et des ligues, nous avons dit que cela doit se dérouler au studio Maman Angembi. Je vous le confirme que c'est 25, c'est le début et la 30e édition de la boxe congolaise. Alors, moi, étant que président de la Lina Box, j'ai ma structure, mon organigramme. En ce qui concerne le bilan, ça, je lance la balle
au comité de la fédération. Et voilà, ils seront bien, je crois qu'ils sont prêts. C'est à vous de les rapprocher pour essayer un peu de découvrir quelle est la vérité et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Les boxeurs qui participeront à ces championnats n'ont pas manqué des mots. Se préparer bien, championnat, il va bien, maintenant c'est bien. Pour tout ça, il va bien. Se préparer à Mora, se préparer parce que nous sommes ça déjà sa moto, c'est un rallye. C'est pour passer dans ma nation. Il y a des bonnes choses, on va aller à Mora. Page noire pour terminer, l'artiste musicien Matoumona, connu sous le nom du général Defao, a été inhumé ce samedi 22 janvier après une cérémonie de funérailles organisée à l'hôpital du Cinquantenaire en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et plusieurs artistes musiciens. Fin de cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous qui l'avez suivi et bon week-end. Thank you.